Donc concentrons-nous maintenant sur les grands types de failles normales. Donc vous allez le voir en fait, comme dans beaucoup de domaines de la géologie, on aime sous-classifier les choses. Donc faille normale, c'est la grande famille, et au sein des failles normales, on va distinguer plusieurs types de failles normales, et on va leur donner un nom particulier. Donc avant ça, on va revoir encore cette notion de zone de stabilité et de zone de fracture dans le cercle de Moore. En théorie, pour une roche homogène sèche, vous avez la loi qui permet de définir la distinction entre la zone stable et la zone de fracture. Cette loi est exprimée suivant l'angle de friction interne qui est constant. Je ne reviens pas là-dessus, c'est des choses que vous avez vues normalement avec M. Bourlange. Si jamais ce n'est pas clair, vous allez revoir son cours. Donc, dans le cas où on a un angle de friction interne qui est constant, l'angle que fait votre plan de rupture avec l'état de contrainte, lui aussi va être constant. Donc ce qui fait que des milieux homogènes secs, vous avez des failles qui sont relativement linéaires. Donc on a des failles normales qu'on appelle plates ou planar normal fault. C'est le cas que vous avez ici à gauche, avec également sur la petite animation à droite. Donc les failles sont purement droites, linéaires, avec deux familles de failles, failles conjuguées avec des sens opposés, qui permettent de définir des zones en effondrement qu'on appelle des graben, des zones surélevées, relativement surélevées, qu'on appelle des horsts. Donc graben, c'est un mot d'origine allemande qui signifie fossé. C'est une structure tectonique d'effondrement située entre deux failles normales de même direction mais de pendage opposé. Le horst, eh bien, c'est l'opposé, c'est le compartiment surélevé entre deux failles normales de même direction. Donc là, c'est des failles normales plates, non rotationnelles. Donc une première famille de failles. Donc des exemples de failles normales, eh bien, il y en a dans la région, failles normales plates. Si vous allez un peu plus à l'est de Nancy, vous allez tomber d'abord sur le massif des Vosges. Mais au-delà du massif des Vosges, lorsque vous passez en Alsace, eh bien, vous avez le Graben ou bassin ou fossé rhénan. On parle de Graben ou bassin du Rhin ou fossé rhénan, qui est la grande zone en jaune, orange ou zone rose que vous avez ici au centre, qui est délimitée par deux grands systèmes de failles normales à l'ouest et à l'est. Donc à l'est, on va avoir le massif de la Forêt Noire, et puis à l'ouest, on va avoir le massif des Vosges, donc qui sont les deux zones surélevées par rapport au fosson d'effondrement qui est le fossé rhénan. Si on fait une petite coupe au travers de cette région, eh bien, on a des grandes failles normales qui sont relativement linéaires, relativement plates, et qui délimitent une zone en effondrement qui est, dans laquelle on reçoit de la sédimentation, avec actuellement les dépôts du fleuve du Rhin. Notez également la présence un peu de volcanisme, hein, une petite culture géologique régionale avec le Kazerstuhl, qui est un volcan situé pas très loin de Colmar, avec donc l'extrusion de roches volcaniques au cœur du bassin. On a au niveau des failles normales plates également des failles normales plates, mais cette fois rotationnelles. C'est le cas de ce qu'on appelle les blocs basculés. Donc les blocs basculés, vous avez une série de failles normales parallèles qui vont délimiter des zones et qui vont se déformer sous forme de dominos qui vont avoir une rotation les uns par rapport aux autres. Et donc la faille normale qui est au départ autour de 60-70 degrés va petit à petit s'aplatir, devenir de plus en plus, alors pas s'aplatir, c'est pas le bon terme, va de plus en plus devenir moins incliné pour atteindre des angles de 30 à 40 degrés. Donc là, on a des failles normales qu'on appelle plates, mais qui sont rotationnelles, dans le sens où vous avez une rotation des blocs les uns par rapport aux autres. Vous avez la petite animation en bas à droite qui vous illustre un peu le fonctionnement, la dynamique de ce genre de failles. On a ici un terme de vocabulaire important, c'est ce qu'on appelle notion de blocs basculés. Donc des failles normales parallèles qui délimitent des blocs les uns par rapport aux autres. Et ces blocs, sous le fait de l'extension, vont avoir une rotation et vont basculer. Et on va avoir des failles qui au départ ont un angle de 60-70 degrés et qui vont avoir un angle moins important d'une trentaine à quarantaine de degrés
au final. Donc un exemple de bloc basculé, on peut en trouver un au cœur des Alpes, ce qui est un peu étonnant puisqu'on est plutôt dans une zone de convergence, une zone où on va avoir un système compressif. Donc là, les blocs basculés, ce sont des blocs anciens qui ont été faits avant la compression et l'orogénèse alpine et qui ont été préservés malgré cette compression. Donc si on fait une coupe entre les massifs de l'Amur, massif du Taillefer et des Grandes Rousses, eh bien on a trois grands systèmes basculés avec trois grands systèmes de failles et donc les systèmes basculés, les blocs basculés qui sont associés, une sédimentation mésozoïque secondaire ici en bleu qui est basculée de 30 à 40 degrés par rapport à son orientation originale. Donc maintenant on va complexifier les choses, on va revenir à un cercle de mort. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, l'angle de friction interne diminue souvent quand la pression de confinement augmente. La conséquence de ça, c'est que l'enveloppe de rupture qu'on a vue précédemment comme linéaire, dans un cas idéal, et bien souvent, dans un cas naturel, plus complexe, cette enveloppe n'est pas linéaire, mais courbe. La conséquence de ça, eh bien, c'est qu'en fonction de la profondeur, en fonction de la pression de confinement, l'angle de rupture ne va pas être constant et donc va évoluer en fonction de la profondeur. Donc on peut avoir tout d'abord un angle pour ce qui est de contexte extensif. On va avoir un angle des failles qui peut être assez important lorsque vous êtes sur la gauche du diagramme, donc un contexte qu'on appelle en anglais tensile, donc vraiment extensif, la contrainte minimale est vraiment en extension. Vous allez avoir un angle important. Puis, lorsque vous passez en système avec des contraintes qui sont purement positives, vous avez un sigma 3 qui est positif. Vous pouvez quand même avoir de l'extension, puisque le sigma 3 reste inférieur au sigma 1. Vous avez de l'extension, et cette fois, l'angle va être inférieur à précédemment. Et vous pouvez augmenter la pression de confinement, et ainsi de suite, générer un angle de rupture qui va être de plus en plus faible. Donc, au final, on a pour un état de contrainte qui va évoluer en fonction de la pression de confinement, qui va augmenter vers la droite, eh bien, un angle de votre rupture qui va être de plus en plus faible. Et donc la conséquence de ça, c'est que si on trace ça en fonction de la profondeur, eh bien, vers la surface, vous avez des angles de failles qui sont failles normales qui vont être assez importants. Et plus la pression de confinement augmente avec la profondeur, plus l'angle de votre faille va diminuer. Et ce qui fait que vous allez avoir une faille qui au final ne va pas être droite, mais va être courbe en profondeur. Et c'est pour ça que on insiste très lourdement en TD pour que vous abandonniez votre règle lorsque vous faites des failles, puisque les failles en profondeur très souvent ne sont pas droites. Elles évoluent en fonction de la pression de confinement. Donc ça c'est vrai pour les failles normales, mais c'est également vrai pour les failles inverses, de manière opposée. Donc au final, on arrive avec des failles qui sont courbes en profondeur, et pour les failles normales, c'est ce qu'on appelle une faille lie strict fault en anglais. Donc les failles lie strict, ce sont des failles courbes avec un angle de la faille qui diminue vers la profondeur. Si ces failles lie strict rencontrent un niveau qui va être mécaniquement faible, donc, rencontre un niveau pour lequel vous avez un contraste rhéologique, lithologique important, et bien ces failles listriques peuvent se brancher sur un niveau plat et former le genre d'objet que vous avez ici, niveau plat, qu'on va appeler un niveau de décollement. J'y reviendrai par la suite. Donc la faille listrique, lorsque vous allez avoir une extension, vous allez générer un volume, un espace de cette manière. Vous comprenez bien que cet espace-là, la géométrie que vous avez là devant les yeux n'est pas stable. Et en fait, les géométries que vous allez générer, c'est ce genre de géométrie. Vous allez avoir une rotation, ce qu'on appelle un rollover au niveau du nez de votre faille. Et vous allez faire un bassin qui va être asymétrique et donc la rotation associée au niveau de votre faille normale. Donc, si je résume, les failles lie strictes mécaniquement s'expliquent par une augmentation de la pression de confinement
et un angle de friction interne qui n'est pas constant. Ces failles listriques donc deviennent de plus en plus plates vers la profondeur et dans certains cas peuvent rejoindre un niveau qui est mécaniquement faible, rhéologiquement faible, qu'on appelle un niveau de décollement, et former ce genre de grandes failles qui vont devenir horizontales en profondeur. L'extension sur ce genre de failles crée de l'espace, et pour accommoder cet espace, vous avez nécessairement besoin de faire ce qu'on appelle un rollover, donc une rotation au niveau du nez, au niveau de votre faille, et la formation d'un bassin asymétrique. Cette rotation peut se faire par des petites failles également antithétiques qui vont faire une série de petits blocs basculés également au niveau de votre bassin. Mais vous gardez quand même la structure générale et ce bassin asymétrique. La surface, si on prend une coupe en 2D, la surface de ce bassin, ici S, est équivalente à la surface que vous avez étendue à l'arrière de votre niveau de décollement. C'est des petites règles géométriques toutes simples. Vous avez une conservation des surfaces. Alors, des failles listriques, quelques exemples. Eh bien, au niveau entre Israël et Chypre, eh bien, vous avez une grande zone en extension et avoir ce genre de géométrie. Donc ça, c'est obtenu par un profil sismique. Donc vous avez un bateau qui passe avec un canon à air qui envoie des ondes acoustiques qui sont réfléchies dans les différentes interfaces du sous-sol, et ce qui permet de les imager. Donc on voit bien donc à droite la grande faille qui va devenir de plus en plus horizontale à mesure que la profondeur augmente, donc elle est listrique, et on voit également les différentes couches qui vont former, se déposer au fur et à mesure qu'on forme le bassin, et on forme bien un bassin asymétrique comme je l'ai précédemment expliqué. Donc une petite vidéo pour vous illustrer la formation des failles listriques. On a un modèle qu'on appelle en bac à sable, donc ce sont du sable de différentes couleurs qui est déposé en différentes couches et qui repose sur un niveau de miel à la base qui correspond, c'est un analogue de niveau mécaniquement faible, et donc on voit des failles listriques qui se forment et qui viennent se brancher sur ce niveau de miel dans lequel on va former ce qu'on appelle un niveau de décollement. Et on a parfois des petites failles antithétiques qui se forment, mais globalement, des petites failles, des grandes failles courbes qui viennent se brancher sur ce niveau de décollement. Donc on forme des failles listriques avec des bassins asymétriques associés. Donc voyons maintenant cette notion de niveau de décollement. Donc un niveau de décollement, qu'est-ce que c'est? C'est une faille normale qui est faiblement inclinée, voire horizontale. Alors quelle peut être l'origine d'un niveau de décollement? On l'a vu, une des origines possibles, c'est un contraste lithologique et la présence d'une couche mécaniquement faible, peu compétente, par exemple des niveaux de sel. On reviendra sur ces choses-là par la suite dans un cours prochain, mais on a d'autres origines possibles qui permettent d'expliquer la présence de failles normales plates de niveau de décollement. On peut avoir la rotation des failles, une faille qui est au départ fortement inclinée par des phénomènes de rotation, notamment les blocs basculés, peut devenir de plus en plus plate et arriver à un angle très très faible et correspond au niveau de décollement. Et on peut également avoir une réactivation d'une faille inverse qui au départ est également peu inclinée. Donc pour ce qui est d'une faille inverse, voici comment ça fonctionne. Vous avez un premier état de contrainte qui va vous générer une faille inverse, et donc comme on l'a vu en fonction de l'orientation de l'état de contrainte, les angles de rupture, eh bien, les failles inverses sont en général peu inclinées. Donc si vous avez sigma 1 horizontal et sigma 3 vertical, vous allez avoir une faille en rouge qui va être peu inclinée de 20 à 30 degrés, voire maximum 40 degrés par rapport à l'horizontale. Et pour une raison ou une autre, contexte géodynamique, géologique qui change, vous pouvez changer votre état de contrainte, inverser sigma 1 et sigma 3, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez en système distensif. Et donc plutôt que de créer une nouvelle faille, la nature aime bien utiliser le moins d'énergie possible, et bien il est plus facile de réactiver une faille déjà existante plutôt que d'en créer une nouvelle. Et donc là, on va réactiver une faille qui est faiblement inclinée, et ce qui permet
dans certains cas, d'arriver à des décollements faiblement inclinés dans le cas des failles normales. Donc deux petites animations et vidéos pour illustrer cette notion de niveau de décollement. En haut à gauche, vous avez un empilement en différentes couches noires et blanches avec une couche noire qui est mécaniquement faible dans laquelle on va développer un niveau de décollement et faire ces espèces de blocs qui s'effondrent les uns par rapport aux autres. Et la vidéo en bas, eh c'est celle qu'on a déjà vue avec le miel qui correspond à une couche rhéologiquement mécaniquement faible, peu compétente, sur lequel toutes les grandes failles listriques viennent se brancher et qui va permettre le glissement de l'ensemble de la partie supérieure sur ce niveau de décollement.